Il est géographe, spécialiste de la ville de Touba, membre du pôle recherche de la commission culture et communication du Grand Magal de Touba. Docteur Chergué, bonsoir. Bonsoir Jean-Paul. La cérémonie officielle du Grand Magal de Touba, c'était ce matin. Que faut-il retenir? Encore un message très fort des autorités religieuses comme de tradition. Chaque fois qu'il y a un Magal, et aussi pour tous les grands événements de la confrérie, il y a toujours des moments de grande communication auprès des citoyens sénégalais, des disciples, mais également des autorités étatiques. Et ce message s'adresse également aux autres communautés religieuses, aux autres pays qui viennent participer au Magal à travers le diplomate ou à travers des autorités religieuses. Donc c'est un message toujours très riche, très profond qui s'adresse aux Sénégalais, qui tourne toujours de manière constante autour de la question de la cohésion sociale au Sénégal, du vivre ensemble et des problèmes que connaissent les Sénégalais en général, que ce soit des problèmes moraux, que ce soit des problèmes économiques, etc. Et donc c'est toujours un message très fort. Le ministre de l'Intérieur aussi a fait très fort aujourd'hui. Je pense qu'il est aussi à féliciter avec ce message. Mohamedou Makhtar Cissé. Mohamedou Makhtar Cissé qui a fait également un très beau message qui sied bien en tout cas à l'événement. Venons-en à l'étude d'impact. Serigne Bassirou Abdou Khadre a fait savoir qu'il faut mieux anticiper les préparatifs du Grand Magal de Touba pour les 10 prochaines années. Qu'est-ce à dire? Oui, je crois que toutes ces recherches que nous faisons, je reviendrai là-dessus, doivent servir à développer les capacités d'anticipation à la fois de la confrérie, dans l'organisation de l'événement que constitue le Magal, dans la gestion de la ville qui accueille ce Magal-là, mais aussi dans la préparation globale du Sénégal pour l'organisation d'un événement aussi monumental. L'un des plus grands au monde. L'un des plus grands au monde, à part le pèlerinage à la Mecque, un grand rassemblement en Irak et peut-être un autre en Inde. Le Magal de Touba est l'un des plus grands rassemblements. Et donc c'est un défi logistique, économique très très important. Et pour un petit pays comme nous, avec un peu des moyens déficitaires, c'est donc une prouesse de l'organiser chaque année de manière aussi régulière, avec aussi cette tendance haussière du nombre de pèlerins, disons des activités économiques qui sont menées pour répondre aux besoins de consommation et également de la vie de relation, de la mobilité, etc. Et donc c'est un événement très important. Je disais tout à l'heure qu'à Touba il n'y a pas d'hôtel, comme dans la plupart des grandes villes religieuses qui accueillent des pèlerinages. Les hôtels, c'est les maisons des particuliers. Et donc, ils sont aménagés pour la circonstance. Pour la circonstance, et ils se sacrifient toute l'année pour préparer l'accueil de ces hôtes. Donc, pour leur assurer le confort, pour leur assurer aussi, disons, les festins, les fameux berdels, qui doivent répondre à l'appel du fondateur de la confrérie qui a demandé à ce que les mourides et tous les croyants s'associent à cette action de grâce qu'il a instituée. Et c'est une véritable théologie de la gratitude. Vous notez que le Magal se passe un peu partout aussi au Sénégal et dans la diaspora. Exactement, exactement. Et donc, que ce soit à New York, à Marseille, j'ai fait une étude d'ailleurs avec une collègue il y a une vingtaine d'années sur le Magal à Marseille. Et un peu, on a vu dans votre journal à Matam, oui. C'est un peu partout au Sénégal également. Oui. Donc, ce n'est pas seulement un événement à Touba. Et c'est ce qui en fait peut-être quelque chose qui
est intéressant à étudier parce que ça présente une figure de la confrérie, de son unité, de son unicité, mais également de sa dissémination un peu partout dans le monde où elle essaie de faire vivre l'esprit, la philosophie de Cheikh Ahmadou Bamba. Et ce pèlerinage est toujours un moment où elle est visible, c'est un moment de visibilité très important. Et donc c'est un véritable défi en termes d'organisation qu'il faut apprendre à inventer, à réinventer, à améliorer, notamment en se préparant pour les années à venir, à accueillir encore plus de monde. On voit que la croissance est exponentielle, donc les besoins vont l'être. La ville elle-même doit encore... Là, on parle de près de 6 millions de pèlerins quand même. Exactement. C'est pas petit, c'est presque un peu moins du tiers de la population du Sénégal. Et quand on voit quand même l'organisation de l'espace, quand j'observe même encore hier, il y a encore beaucoup de marge en termes de capacité d'accueil. Je n'ai pas trop peur par rapport à cela. Et je sais aussi que les mourides sont très généreux et pourront pendant encore très longtemps, sans les hôtels, sans certains équipements qu'on connaît, accueillir ce Magal de manière correcte. Mais il faut aller vers d'autres standards. Maintenant, il faut aller effectivement vers d'autres standards, notamment dans le domaine de la prise en charge des besoins des pèlerins, mais surtout permettre à ce que le Magal devienne véritablement un moteur du territoire de Touba et de son hinterland et du territoire sénégalais en général, qu'il permette véritablement à beaucoup d'acteurs économiques de pouvoir produire les victuailles, ou en tout cas les éléments que les pèlerins consomment. Ça, c'est un véritable défi parce que ça augmenterait le potentiel d'impact économique en plus de la consommation sur 3 jours ou sur une semaine. Et pour moi, c'est un défi là aussi très important. L'autre défi, c'est évidemment les infrastructures. Chaque année, on voit qu'il y a des problèmes d'eau, des problèmes d'assainissement, des problèmes de circulation. De mobilité, oui, nous allons y revenir. Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké, durant la cérémonie officielle, a parlé de près de 1000 milliards de francs CFA comme retombées économiques de façon globale durant le Magal. Vous avez présenté une étude lors des assises du Magal le 25 juillet dernier sur l'insertion professionnelle des jeunes de Touba. Quelles en sont les grandes lignes? Oui, nous avons pensé qu'il était très important dans le cadre d'une organisation qui s'appelle Ashabul Jannah, qui est rattachée au comité d'organisation de la confrérie, de mener un certain nombre d'études, dont une sur l'insertion économique des jeunes, puisque nous sommes dans une ville religieuse avec une croissance démographique très importante, 100 000 à 120 000 naissances par an. Quand je regarde avec une certaine profondeur historique, on passe quand même d'une ville assez rurale, 90% de la population dans les années 90 qui venait directement du monde rural, à une ville où il y a 44% de gens qui sont nés dans la ville. Donc avec un rajeunissement très important de la population, des besoins disons, d'insertion économique de plus en plus prégnants. Et il me semble donc que ça devient un problème qui peut même menacer l'intégrité de la ville. Si les jeunes ne trouvent pas du travail, ça peut, disons, développer des activités qui ne sont pas trop conformes à la sainteté de la ville. C'est pour ça que c'est un enjeu très très important à adresser dans les années à venir, même si évidemment on peut considérer que les jeunes de Touba sont quand même des jeunes très entreprenants, très créatifs. On les voit très intelligents aussi, on les voit gagner les concours du Coran, avoir des mentions dans les écoles où ils fréquentent, etc. Donc, mais il y a un niveau de NEET, ce qu'on appelle donc des jeunes qui sont en âge de 15-24 ans, qui n'ont ni emploi, ni formation, ni éducation.
Est-ce que vous avez ciblé des selon secteurs... les études de l'ANSD. Est-ce que vous avez ciblé des secteurs où ils pourraient évoluer? Oui, oui, tout à fait. Bon, puisque déjà, en faisant le constat, on voit qu'ils sont beaucoup plus dans le commerce et les services. Et ils sont très entreprenants là-dessus. 90% d'entre eux sont dans ces secteurs-là. Et presque la moitié d'entre eux sont même des auto-entrepreneurs, c'est-à-dire des jeunes qui créent leur propre emploi. Qui apprennent sur le tard. Etc. Et ces profils-là, on doit trouver des solutions pour chacun d'entre eux. Et c'est pour ça que il y a déjà des filières qui existent. La filière arachide, peut-être que les gens ne le savent pas, mais beaucoup de la production d'arachide au Sénégal va à Touba. Oui. Et les gens, il y a une activité de conservation, mais aussi de trituration. Et cette activité-là emploie beaucoup de jeunes hommes et femmes. Et c'est un secteur, par exemple, qu'il faudrait mieux structurer, mieux financer pour pouvoir le développer et arriver peut-être même à une petite industrialisation. Puisque l'autre gros problème à Touba, c'est qu'il n'y a pas d'industrie. Ouais. C'est très, très, très faible. Alors que nous avons quand même des entrepreneurs économiques qui sont des grands financiers et qui peuvent, s'ils s'organisent mieux, établir des industries qui peuvent là aussi répondre aux besoins du Magal, puisque c'est le besoin et aussi à l'alimentation des 1,5 million tout bien. Il me semble que c'est aussi un défi très important. Mais l'État a de ce point de vue-là un rôle aussi important, puisque comme un peu partout dans le territoire national, il y a des structures, il y a des institutions qui prennent en charge l'emploi des jeunes. Oui. Elles sont encore assez peu, à mon goût, présentes à Touba. Il faudrait qu'elles prennent en charge réellement le besoin pour cette ville qui est devenue, depuis une trentaine d'années, la deuxième ville du Sénégal et depuis quelques années, le premier département même du Sénégal en termes de population. Donc c'est un pôle urbain très important, mais on ne voit pas encore une mobilisation suffisante de l'État pour vraiment adresser les questions qui se posent là-bas de manière assez consistante. Évoquons à présent cette autre étude sur les mécanismes à mettre en œuvre pour révolutionner la mobilité et le transport durant cet événement. Nous l'avons dit tout à l'heure, l'un des plus grands au monde. Effectivement, et le caractère dramatique justement des impacts de ces problèmes de transport, on l'a vu dans votre journal là aussi. 21 morts. 22 morts. J'espère qu'on ne va pas considérer que c'est normal ou qu'on tombe dans dans un certain fatalisme. Il me semble que c'est quelque chose qui doit nous faire bouger. Et c'est pour ça d'ailleurs que le comité d'organisation du Magal a pensé important, avec Assab Diana, de mener une étude pour faire le constat des problèmes de mobilité, à la fois pour venir au Magal, mais aussi même des problèmes de mobilité en dehors du Magal. Et dire que ce bilan aussi n'est pas exhaustif, parce qu'il y a des blessés après qu'on ne comptabilise pas. Et il y a des gens qui continuent à voyager, à rentrer chez eux. Donc exactement. Ce n'est qu'un bilan provisoire. Ouais. Et c'est pour cette raison qu'il faut vraiment se mettre autour d'une table, comme jamais, à mon avis, pour véritablement repenser la mobilité autour du Magal. Le ministre de l'Intérieur nous a commis de faire une rupture par rapport aux démarches précédentes, c'est-à-dire d'attendre 3 mois, 6 mois avant le Magal pour commencer à le préparer. S'il y a déjà dans les semaines à venir une évaluation qui pourrait s'appuyer sur les recherches que nous avons faites, les données que nous avons produites, et si on s'associe aux forces de défense et de sécurité, aux acteurs du transport, mais également aux autorités religieuses, je pense que ça peut faire bouger les choses, ce mécanisme-là de concertation et de réinvention du transport autour du Magal et vers le Magal. Et une des propositions phares que nous avons faites, c'est justement sur Ila Touba, puisque cette année, nous tous, on a vécu des embouteillages de 10-20 km. Les gens n'étaient pas très informés des raisons pour lesquelles il y avait ces haltes, etc. Et cela génère non seulement de la pollution dans les zones que nous traversons, mais également
les gens tombent malades durant le trajet. Des pannes de Des certains pannes véhicules aussi. de certains véhicules, les motards qui prennent aussi beaucoup de risques. Donc c'est une situation un peu difficile, à mon avis, qu'il faut aussi apprendre à dépasser. Et donc une des propositions que nous faisons, justement, c'est de 2 jours avant le Magal, de faire de Ila Touba une voie Ila Touba, uniquement. Une voie unique. Et de faire après le Magal, une voie de retour unique aussi. Et de considérer que ceux qui retournent à Dakar dans les mêmes périodes ou à Touba peuvent passer par la route nationale. Mieux maîtriser les flux. Voilà, exactement. Et ça permettrait effectivement, si c'est la vitesse qui pose problème, qu'on prenne d'autres mesures, notamment des dodanes ou même des jalonnements, comme il faisait avant des forces de défense et de sécurité, pour diminuer la vitesse. Mais en 1h30 de trajet, je ne pense pas que certains comportements pourraient impacter réellement les flux. Certains accidents aussi, c'est ceux qui viennent des régions, en cours de route. Ça ne se passe pas sur le voilà, mais au moins, mais d'après les mesures que nous faisons, Ila Touba, c'est quand même une grande partie. Le centre névralgique. La voie par laquelle les gens de Dakar, de Thiès, de Diourbel viennent au Magal. Et ce sont les 3 régions qui fournissent le plus de pèlerins. Ça aussi, les études l'ont montré. Et c'est pour ça que les études sont importantes, que les données et toutes les décisions doivent s'appuyer sur des données qui ont été produites de manière scientifique. C'est ça que cette touche-là que Ashabul Jannah apporte avec donc la collaboration du comité d'organisation du Magal, que nous félicitons, parce que quand on regarde tout le travail qui est fait depuis le Khalif Cheikh Mohamedoul Muntaka jusqu'à Cheikh Bass Abdul Khadr et Cheikh Abdul Khadr Gaïndé Fatma et tous les autres, c'est une ingénierie pendant plusieurs mois pour réussir tous les aspects du Magal. On ne le voit pas beaucoup, mais c'est quelque chose que je vis de l'intérieur depuis presque une dizaine d'années, et je sais que c'est beaucoup de talent, beaucoup de capacité d'organisation, de mobilisation et d'adaptation. Maintenant, à l'intérieur de Touba même, comment révolutionner de façon très concrète la mobilité? Disons sur l'axe de la Grande Mosquée. Sur l'axe de la Grande Mosquée, mais globalement sur toute la ville, oui. Ce que nous proposons, c'est un zonage. Le docteur Serigne Mbacké Seck, qui a mené l'étude, montre que si on fait un zonage avec une zone piétonne très stricte autour de la mosquée sur 1 kilomètre et un parquage, disons, des camions qui ne pourront plus rentrer dans la ville, et si on arrive également à mieux organiser le transport des charrettes, etc., on peut améliorer durablement et très fortement la mobilité interne, et aussi en donnant beaucoup plus de place aux pèlerins. Parce que quand on voit quand même tout ce qui se passe dans le premier cercle de Touba, il y a beaucoup de gens qui marchent. Et peut-être qu'il faut leur donner plus de place, qu'il faut donner plus d'espace pour ces gens-là qui sont dans le 2 pieds, comme on dit. Merci infiniment, docteur Cheikh Gueye. Vous êtes géographe, vous êtes spécialiste de la ville de Touba et vous êtes membre du pôle recherche de la commission culture communication du Grand Magal de Touba. Merci infiniment d'être passé dans ce. C'est moi qui vous remercie, Jean-Paul. Merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie des programmes de la télévision Futur Média.